PK, comment ça va? Ah. Ah, pas le son. Ah non, il n'y a pas le son, non. Ah, le micro sur le VMix Call, il n'y a pas le son. Je pense qu'il faut le régler sur le navigateur. Ne t'en fais pas, mon cher TPK. Je te laisse régler ça tranquillement et nous rejoindre par la suite. Mais TPK, du coup, qui a cast tout le week-end avec un énorme plateau, le Genesis. Donc, vraiment, gros tournoi, un gros major avec beaucoup de tournois sur place. Ah, je crois qu'on t'entend. Attends. Ah, je crois que c'est bon. Ah, normalement. nickel. On t'entend parfaitement. Salut, mon TPK, comment tu vas? Salam, ça va et vous, tout va bien? Ouais, ça va. Encore un peu cuit, mais ça va. On sent que cette année, c'est les 30 ans, sa mère. Apparemment, c'est que à gauche. Ah, on a le son que à gauche, apparemment, mais nous, on l'entend. Le son que à gauche, c'est bon, tout le monde va bien, tout le son est ok ou pas? Ouais, il va gérer ça. T'inquiète, en régie, il va gérer ça, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Donc, ouais, du coup, Genesis, que tu as commenté du coup les 3 jours, hein, vendredi, samedi, dimanche, ça s'est terminé à des heures pas possibles. Hein. Généralement, ça s'est terminé vers 6-7 heures, voire même plus tard, parfois même. Ouais, c'était je crois que le plus tard qu'on a terminé, c'était à peu près 8 heures du matin. Ouais, c'était le lundi matin. Ouais, classique, hein, de toute façon, les tournois nord-américains sur c'est côte ouest en plus, hein, il me semble, Genesis. C'est côte ouest, ouais. Ça n'aide pas. Mais donc du c'est coup, évidemment de la merde, ouais, effectivement, en termes de. Mais ça pourrait être pire parce que quand on fait les restreams de tournois au Japon, on commence à 2h du matin et on termine à 14h, donc c'est autrement plus de la merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, gros Genesis que tu as commenté, que tu as organisé avec un énorme plateau sur place. Donc, on a vu que justement, tu as invité pas mal de gens pour commenter avec toi. Tu as pu suivre un peu l'intégralité des tournois. Donc, on voit un peu la belle équipe. Tu as fait ça chez Gozu, il me semble, hein, que ça a été fait. Donc, toi, déjà, d'où te vient un peu cette initiative de dire, vas-y, je vais organiser un plateau, etc. pour couvrir l'événement? Du coup, comment ça t'est venu un petit peu en tête? Parce que c'est vrai que c'est une chose qu'on faisait, bon, pas à une telle échelle avec autant de gens, mais du coup qu'on a un petit peu lâché parce que justement c'était un petit peu trop, expansif, quoi. C'était trop cher. Ouais. Du coup, toi, tu t'es dit, vas-y, je vais le faire là. Ça t'a pas coûté trop cher? Déjà d'un point de vue argent, on est évidemment dans le rouge, mais normal. On essaye de couvrir un peu tout ce qu'on peut avec évidemment Twitch. Là, j'avais profité du Genesis pour ouvrir mon Patreon. Ça faisait quelques années que j'y réfléchissais pour avoir une source de financement, on va dire, en plus des projets que je fais, parce que je fais beaucoup de conneries, que ça soit YouTube, Twitch, TikTok, tout ça. Enfin, je fais tout ça en indé, donc c'est un peu complexe de pouvoir normal. Tout faire en même temps. Mais oui, évidemment dans le rouge, mais c'est pas grave parce que en fait le Genesis c'est un de ces tournois à l'année qu'on aime toutes et tous regarder si on est un peu dedans. Très clairement. Et en fait, ça fait 10 ans que la France rediffuse le Genesis dès qu'elle le peut. La première vraie initiative Genesis, c'était le Genesis 3 en 2015 chez O-Gaming, me semble-t-il. Où chez OG à l'époque, ils avaient fait le pari de se dire, allez, on va restreamer ça. Et moi, j'avais commenté l'année d'après mon premier Genesis. Et donc, du coup, ça a un petit peu fait tous les ans comme ça. Et en fait... moi, ce que j'aime bien avec le Genesis, c'est le fait de pouvoir faire le point, tu vois. On est une scène, la scène de jeu de combat, où vu que les éditeurs soit s'en battent un peu les roustons, soit sont avec nous, mais tu sais pas trop. Du coup, ça fait qu'on aime bien profiter de certains timings pour faire le bilan. Tu sais, on fait le point, on fait le bilan calmement, comme dirait l'ancien. Et donc faire le bilan calmement, ça veut aussi dire parfois prendre de soi, de son énergie et de son oseille, pour organiser un peu des festivités, tu vois. C'est de célébrer un petit peu ce qui nous fait kiffer à l'année. En plus, Smash Bros, qui est une scène, on va dire, très peu dotée. Il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de netcode, il n'y a pas de training mode, il n'y a rien. Pas grand-chose, hein, finalement. Il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, ce qui fait tenir la scène Smash Bros debout, c'est parce que t'as des couillons et couillonnes qui aiment le jeu suffisamment pour dire je vais sacrifier des week-ends de ma life, quoi. Et je me dis, en ma qualité de mec qui, en fait, a toujours fait partie de ça, c'est normal de rendre un peu quelques fois par an. Voilà, donc moi, le Genesis, c'est ça. J'aime bien rendre ce que la commu m'a donné pendant des années, quoi.
Très bien, je comprends. Bah écoute, en tout cas, la communauté l'a bien rendu. On a vu justement des énormes stats tout au long du week-end. C'était grave cool à suivre. J'ai regardé, moi, de mon côté, une fois que Gluto était out, évidemment, j'ai regardé un petit peu le Genesis sur la suite. Mais c'est vrai que le Genesis, on a vu quand même des bons résultats des Français. Malheureusement, aucun Français dans le top 8. Grosse performance de Monsieur Popo. Voilà, la surprise générale, c'est lui, justement, qui a surpris tout le monde, qui a failli envoyer Tweak en loser bracket, qui a failli l'éliminer même, hein, parce que c'est vrai que c'est allé en game 5, Mister Popo contre Tweak. Il a fini 17ème, donc petite déception du côté de Crêpes Salées de Raflo, qui était mieux seedé que ça. Je crois qu'ils étaient seedés 18-25, un truc comme ça les deux, donc un truc dans le genre. Et du coup les deux n'ont pas réussi à tenir leur seed, mais sinon dans l'ensemble, eh bien, on a un Gluto qui a fait mieux que son seed, qui était seed 14, qui fait 9, Monsieur Popo qui était seed 114 je crois, qui fait 17ème, donc la plus grosse perf de Genesis. Des résultats qui étaient vraiment corrects. On a eu un Mozai aussi qui a envoyé quel joueur en game 5, il gagnait 2-1. C'était, je sais plus contre qui il gagnait 2-1, mais il a fini par perdre à la fin. Mais pareil, donc en gros, il y a eu des beaux matchs quand même de la part des joueurs français. Malheureusement, cette année, aucun joueur français dans le top 8, ce qui était assez déplorable, même s'il y avait Lugi qui a fait top 8 lui de son côté. Qui est français, par la force des choses. Voilà, qui est français parce qu'il est chez BMS, on va dire. Mais qui nous a bien escroqué, ce bâtard. Voilà, il faut le dire. Luigi, perso de voleur. Voilà, je le dis maintenant. C'est très fort. Tu peux le dire. Mais c'est un perso de voleur. Tu peux le dire, et en plus le match contre Gluto est un peu crève-cœur parce que tu sens que Gluto il a plus de jus et qu'il a peut-être tout mis dans son match contre Mia, tu vois. C'était un gros enjeu pour Gluto de battre Mia, et nous c'est comme ça qu'on l'a interprété en plateau, mais on s'est dit là le Gluto Lugi c'est pas foufou ce qui est en train de se passer pour Gluto, c'est pas trop à son habitude, donc il est peut-être secoué de son match contre Mia. En même temps, quand tu vas en Game 5 contre Mia, j'avoue que normalement tu donnes tout, quoi. Genre tu vas en Game 5, tu le bats en plus, tu donnes tout, mais c'est vrai qu'après c'était un peu crève-cœur pour Gluto qui perd 3-0, 3-0 donc contre Lugi puis Tweak, hein. Donc Tweak de toute façon il m'a envoyé les messages, il m'a dit j'étais cuit, quoi. Genre là vraiment pour Tweak, il avait vraiment plus rien. Il avait vraiment plus rien du tout, décalage horaire, etc. Il était éteint. Donc il finira 9ème, ce qui est quand même une belle performance. Mais du coup, pour le Genesis, toi, c'est quoi un peu les moments marquants? On a vu la victoire de Hurt face à Akola en grande finale sur Ultimate. Il y a aussi d'autres moments marquants sur d'autres jeux, parce que c'est vrai que toi, tu as tout couvert du côté de Genesis, donc principalement les deux jeux Smash. Mais tu as pu suivre un petit peu les autres jeux ou pas? Ouais, on a suivi Rivals of Feather 2. Qui est un jeu que vous connaissez pas forcément. C'est un platform fighter indépendant qui et selon moi, je vais dire ça comme ça, mais selon moi, la meilleure offre platform fighter que vous pouvez avoir en termes de gameplay, et même l'éditeur est assez stylé. Donc on a suivi ce tournoi et en fait on a halluciné parce que le gagnant de ce tournoi, donc c'est une licence de jeu qui existe depuis un peu plus de 10 ans. C'est extrêmement indé, mais dans la scène des jeux de combat, c'est vraiment très apprécié et respecté. Et là, c'était le premier Genesis de Rivals of Feather 2, qui est un jeu absolument monumental. Du coup, il y avait beaucoup d'enjeux autour de la victoire d'un homme qui s'appelle Cake Assault, qui est un joueur américain et probablement le GOAT de la licence depuis 10 piges. Vraiment, il gagne tout le temps. Et en fait, la stat effrayante depuis la sortie de Rivals of Feather 2 au mois d'octobre, c'était que il avait gagné tous les grands rendez-vous. Voilà, il y a même un tournoi où le mec arrive. Il y a 4 tournois de Rivals of Feather, donc 2 de ROA 1 et 2 de ROA 2 en singles et doubles, donc en format 2v2. La stat, c'est qu'il arrive au tournoi et il gagne les 4 tournois. Ah ouais. Pour vous dire à quel point le mec est absolument fou. Et donc pour ce Genesis, il y avait beaucoup de gens qui pariaient de façon juste sur la victoire de Cake Assault encore une fois au Genesis, parce qu'il a, je crois qu'il a 4 Genesis à son actif sur Rivals, donc vous dire à quel point le mec est chaud. Et en fait, non, ce n'est pas lui qui gagne et c'est pas non plus l'un de ses adversaires directs, il y en avait, non. C'est un joueur qui s'appelle Plup. Et Plup, c'est un joueur de Melee qui lui aussi avait gagné le Genesis 5 sur Melee à l'époque. Ouais. Et qui du coup le foudroie, littéralement le foudroie, et on l'a eu en interview après sur le plateau grâce à Humming que j'embrasse, qui a dit non mais moi je me fume au jeu et vu que j'ai 15 ans de Melee dans les pattes, le jeu il m'apparaît assez logique, donc j'ai fumé Cake Assault, bravo à tous. Donc ça c'est une histoire qu'on a bien appréciée. Également Street Fighter 6, puisque le Genesis c'est aussi l'occasion d'avoir des brackets d'autres jeux. Donc vous avez certes les jeux de combat type Smash Bros, Smash Bros Melee, Rivals que je viens de citer. Vous avez d'autres jeux, par exemple Street Fighter 6, Tekken, Guilty pour les plus attendus. Mais vous avez aussi des brackets de Tetris, des brackets de Dance Dance Revolution, des jeux
qui tombent en fait dans la catégorie jeu de combat. Alors ça paraît bizarre de me dire mais il y a pas de boule de feu, il y a pas de coup de poing, coup de pied comme dirait Max Hildan que j'embrasse. Non, il y a rien de tout ça, mais pour autant ce sont des jeux qui tombent dans la catégorie jeu de combat parce que c'est de l'opposition en 1v1. Alors oui, ça prend une forme différente, mais on en a. Donc on avait du Tetris, voilà, je vous disais du Dance Dance Revolution, qui est un peu le chouchou d'ailleurs de Human, le réalisateur du Genesis pendant les 3 jours, qui avait le stream sur un côté à chaque fois. Et Street Fighter 6, il y avait un enjeu assez intéressant qui était de se qualifier pour le Red Bull Kumite, qui est un tournoi Red Bull qui fête ses 10 ans cette année, qui est un tournoi légendaire de Street Fighter et qui a lieu à Paris d'ailleurs en mois d'avril. J'y serai pour le commenter avec des collègues. Et donc le gagnant de ce tournoi, il y avait quand même 250 participants, avait son ticket pour Paris. Et donc c'est Idom, un joueur américain de Street Fighter historique et gagnant d'ailleurs des championnats du monde, qui prend son ticket. Mais il y a également dans ce top 8 un joueur que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Riddles, qui est un genre de que tu connais, mon cher Solaris, c'est un genre de Smash Bros. Lui depuis très longtemps, c'est un top de Smash Bros. Et depuis la sortie de Street 6, il s'est motivé, il a dit allez, je vais jouer à Street 6 et je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller. C'est un genre de Terry Bogard sur Smash Bros. Donc il joue Terry Bogard sur Street Fighter, parce que oui, c'est un perso DLC sur Street. Et je crois qu'il a fait... Ouais, c'est ça. Et sur Ultimate, pardon. Enfin oui. Et il a fait du coup 4ème, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sur le top 8 Street Fighter 6 sur 250 mecs. C'est pas rien du tout. C'est très très bien. C'est très très bien. Et enfin, la dernière victoire marquante, c'est celle d'Hungry Box sur le Genesis de Super Smash Bros. Melee. Qui lui a eu un moment qu'on a rarement vu dans l'e-sport en sens large du terme. C'est quand un joueur commence à pleurer de joie de sa victoire pendant le match. Mais je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est exceptionnel. Le clip est phénoménal, vraiment. Clip phénoménal. Il pleure de joie pendant son match parce que c'est un set qui est extrêmement long, extrêmement c'est dur quoi. C'est un match-up extrêmement basé sur la patience, c'est un puff pitch, ça peut durer des plombes. Et Hungry Box, en fait, doit faire affaire à Trif, un joueur européen, d'ailleurs la plus grande performance européenne hors Armada et Elephant au Genesis. Trif qui a une stratégie emmener Hungry Box sur Dreamland, que vous voyez, donc c'est un stage extrêmement grand, le stage le plus grand en vérité de la sélection de stage de mêlée. Et il se dit, pour jouer contre Hungry Box, je vais l'emmener au time over, donc c'est-à-dire il y a 8 minutes, donc on va attendre les 8 minutes tranquillement, utiliser la mobilité de pitch pour mettre un coup puis un autre, et se barrer à l'autre bout du terrain pendant 8 minutes. Donc ça, c'est la stratégie de Trif. Sauf que Hungry Box arrive, parce que c'est Hungry Box, à en fait retourner la stratégie sur elle-même et à dire à Trif, non, c'est moi qui vais te toucher et je vais prendre le lead. Sauf qu'il y a un moment donné où ça dure tellement longtemps que ce lead, en fait, il arrive à le convertir en prise de stock. Et au moment où il y a une stock d'écart entre les deux, il se dit, j'ai gagné, parce qu'en fait, je vais pouvoir prendre la stratégie de mon adversaire et l'appliquer moi sur mon plan de jeu à moi. Et c'est là qu'on voit les larmes de Hungry Box qui connecte tout dans sa tête et qui dit, ok, j'ai gagné le Genesis. Alors que la game n'est pas finie! Parce que le mec est tellement habitué à tellement des dizaines de milliers d'heures sur ce jeu qu'il voit la stratégie de son adversaire, l'applique sur lui-même et comprend qu'il gagne. Et ça, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai prévu d'en parler en vidéo parce que j'ai rarement vu ça, quoi. Ah, mais moi, j'ai jamais vu ça. Voilà, je te le dis, j'ai jamais vu ça. Mais imagine, t'es le joueur qui l'affronte. T'es là, t'es en train de jouer. Tu vois ton joueur qui se met à chialer parce qu'il sait qu'il a gagné. T'es en train de jouer, tu joues contre lui, je pense, je le regarde, j'ai trop le seum, je la chamelle, j'ai trop le seum. Arrête ton cinéma, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh, cousin, t'as 20 ans d'expérience dans le jeu, lâche-moi. Gros, tout le monde a tweeté, tout le monde a dit, qu'on me fout droit sur place si un jour je vis ça. Parce que je peux pas vivre ça. Comment ça, mon adversaire, il pleure, le match, il est pas fini? C'est très grave. Mais d'un autre côté, c'est Edgebox, tu vois, c'est ça. C'est un peu tu vois, t'as envie de lui dire, allez, vas-y, chiale, c'est ton moment, tu vois. Non, c'est trop marrant, c'est trop drôle. Je te jure que j'ai vu ça, j'étais en mode, mais j'étais mort. Mais par contre, Hungry Box, quelle légende du jeu. Après autant d'années, revenir, gagner un Genesis, sachant que là, les dernières années, au niveau des résultats sur les gros majeurs, il avait un peu du mal, tu vois, genre à faire des bons résultats, enfin, pas des bons résultats, mais à gagner, en tout cas, c'est plus quelque chose qui arrivait, quoi. Donc là, le fait qu'il gagne le Genesis, qui est l'une des plus grosses échéances sur le combat, si ce n'est la plus grosse. Franchement, c'est exceptionnel et j'avoue qu'Hungry Box là-dessus, ça fait beaucoup de bien de le voir, sachant que IRL en plus c'est un gars en or, tu vois. Genre vraiment, à chaque fois que je vais parler, je dis il est trop marrant, il est trop sympa ce mec. Donc, il est très drôle et puis en fait, il incarne
c'est un top mêlé, tu vois. C'est un mec qui a dû construire un peu son empire tout seul, en dépit d'un jeu qui n'existe pas à l'échelle e-sportive, en dépit de tournois à faire, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ce gars-là, c'est des dizaines de milliers de followers, c'est des milliers de viewers qui le regardent tous les jours. Faut voir l'argent qu'il perd à tenter sa chance au Genesis. C'est 3 jours, le Genesis, les gars. Je veux dire, un streamer, normalement, quand il part de chez lui, il envoie un devis bien salé, tu vois, à base de voilà le temps que ça va me prendre et voilà l'argent que je vais pas faire sur mon stream. Et Hungrybox fait partie de cette catégorie de mecs à dire j'y vais, je tente. Et ça, c'est un truc de fou. Ça a l'air de rien, mais quand tu remets ça en perspective de l'économie du streaming, c'est dingue. Parce que c'est sa passion et c'est son kiff. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est ça aussi pour ça que les gens le suivent. C'est parce que c'est un compétiteur malgré tout, quoi, et qu'il organise. Et il redonne beaucoup à la scène aussi. On le voit. Il organise énormément de tournois lui de son côté. Trop bien. Pour mettre en avant un petit peu la scène, que ce soit Melee ou Ultimate, les deux jeux, il essaye de mettre en avant avec les Coinbox. Donc un tournoi qu'il organise un petit peu mensuellement. Et d'ailleurs, le cash prize qu'il a gagné sur le Genesis c'est intégralement reversé dans le cash prize de son tournoi. Donc ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'il ne touche pas un centime de son cash prize, il le met juste dans le tournoi qu'il organise. Moi, j'ai une question un peu con parce que c'est vrai que je suis que les sports l'e-sport comme ça en mode que avec Gluto. C'est triste à dire, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu comme ça en mode il y a Gluto, il pète sur les gens et voilà, on gagne, il est trop fort et je suis ça. Est-ce qu'il y a des vidéos un peu à la The Great Review et tout qui racontent un peu des histoires? Parce que tu vois, là, quand on t'entend, no joke, tu sais, il y a un peu ce côté en mode putain, une petite vidéo de 15-20 minutes sur lui. Regarde les vidéos de Brunel. Brunel, il fait des bêtes de vidéos. Mais je sais pas s'il y a des créateurs qui font un peu des vidéos. Toi, t'en fais, je crois que t'en parlais aussi. Mais tu sais, un peu en mode, parce que je trouve que c'est trop. Tu vois, par exemple, The Great Review, mais il n'y a pas que lui. Il y a. Comment il s'appelle Ego aussi, tu vois, genre un peu des vidéos de ce style-là où je trouve que c'est trop bien quand c'est narré et raconté. Et je pense que dans l'e-sport, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent être racontées de zinzin, tu vois. Et je sais pas s'il y en a ou. Oui, il y en a une chier en fait. Brunel, le chat cite Brunel effectivement, et c'est une vraie référence. Brunel, c'est donc quelqu'un qui a parlé du sujet de ce qu'on a appelé les Five Gods, donc du coup vraiment les 5 joueurs les plus titrés de la scène mêlée pendant des années. Donc il a un petit peu effectivement abordé ce sujet-là dans ses vidéos qui sont de très bonne qualité, de très bonne facture, vers lesquelles je vous renvoie sur le champ si c'est pas déjà fait. Donc voilà, on voit qu'il a fait justement une vidéo sur Hungrybox, comme le montre le PC Sujet, formidable PC Sujet chez vous. Personnellement, j'en fais aussi beaucoup, évidemment, vu que c'est une scène que je connais bien. Donc moi, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Jab et qui est très portée sur ces sujets-là aussi. Où j'explique, je raconte l'histoire de certains joueurs. Par exemple, si vous aimez bien Super Smash Bros Melee, je raconte l'histoire de Hamza, un joueur japonais de Melee qui a fait remonter un personnage tout seul dans une tier list qui était figée depuis des années. Ou alors le premier champion du monde sénégalais d'un joueur de jeu de combat japonais. Bref, on a plein de belles histoires comme ça. Je vois aussi que il y a beaucoup de storytellers, on va les appeler comme ça, sur YouTube, qui s'emparent un peu des sujets jeux de combat. Ce qui est marrant parce que toute l'année on en a rien à foutre de notre scène, mais par contre c'est des histoires qui sont tellement stylées et faciles à raconter que tout le monde s'empare un peu de ces sujets. Donc je comprends, tu vois, il y a tellement de trucs à raconter. Donc si on a une chier de trucs et en vrai moi je considère que les jeux de combat c'est les histoires les plus puissantes que j'ai vues et que j'ai vécues. Tu vois, bon après vous me direz, je prêche ma paroisse, c'est évident, mais dans l'e-sport, je trouve qu'il y a peu de scènes qui arrivent à se mettre au niveau des jeux de combat en termes de puissance de storytelling, tellement, c'est de l'individuel, c'est plus facile évidemment, mais tellement en fait c'est des mecs et des meufs qui, on évolue sur des scènes où il n'y a pas peu ou pas d'argent, où il faut forcément être en présentiel pour avoir un petit peu d'héritage, où les rivalités sont très humaines parce que les mecs sont évidemment côte à côte, tu vois. On n'est pas à l'autre bout d'une scène par PC interposé, tu vois. Non, on est vraiment côte à côte. Donc ça donne des trucs un peu bizarres et ça donne une Hungrybox qui pleure en pleine grande finale, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, les histoires sur Melee, je trouve qu'il y a trop eu d'histoires qui sont exceptionnelles. Leffen, c'était vraiment le bad guy. Je t'invite à regarder la vidéo, c'est sur les Five Gods, avec celle de Leffen, elle est exceptionnelle. Vraiment, je regarde.
c'est la top tier. Je pense que ça te parlera un peu. Et tu me ah diras, ouais, non, mais je sais que je vais kiffer. Tu mais... me diras, il faut qu'on recrute les fans après. Mais bon, ah ouais c'est un peu chiant. Ouais, il est chez TSM là, donc TSM, bon, je leur donne encore un an et puis là, TSM, je sais pas ce que ça fait là actuellement. J'avoue que je sais même pas. J'avoue que pendant un moment, ils étaient énormes. Donc à l'époque, il y a 10 ans, TSM, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils font. Mais bref, en tout cas, on va parler aussi de structure. Toi, de ton côté, tu as signé récemment, donc en octobre, je crois, chez Aegis, donc pour développer un peu la scène versus fighting de leur côté. Donc toi, c'est quoi un petit peu ton rôle? Qu'est-ce que ça change aussi pour toi, à titre personnel? Mon rôle, c'est d'aider à écrire l'histoire d'Aegis sur la scène des jeux de combat, donner un peu le narratif de cette équipe. C'est une équipe qui en fait, j'ai déjà eu l'opportunité de pouvoir travailler avec d'autres équipes e-sport qui m'avaient demandé la même chose, et je sais que j'avais refusé parce que généralement, si je refuse, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois, où il n'y a pas la volonté d'écrire une histoire véritablement originale. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre, tant qu'on a des trucs marrants à se raconter autour d'une binge, tu vois. Je pense que c'est ça l'e-sport à la base. Les trophées dans un War, c'est bien, mais ça vit pas énorme. Aegis, quand on a discuté, déjà, c'est parce que c'est des gens que j'apprécie. Hein. Toi-même, tu sais, Sakor, bien sûr. C'est des gens qu'on aime bien, évidemment, depuis des années. Donc, c'était un peu logique déjà qu'on commence à discuter. Et ensuite, donc Aegis, eux, ils ont fait confiance, comme vous, Solari, il y a de ça des années, au jeu de combat. Donc moi, déjà, c'est un premier point que j'aime beaucoup. Et qui ont décidé d'aborder l'angle jeu de combat par le prisme du communautaire. Ils se sont pas dit l'argent, l'e-sport tier 1. Non, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut nous faire pour qu'il y a des gens qui adhèrent à ce qu'on fait nous en fait. Un truc très très organique. Et c'est pour ça que le choix de Crimson a été évident. Parce que Crimson, c'est un joueur déjà avec un palmarès assez fou. Hein, donc sur Street Fighter 6, on entend. Et sur Street Fighter, c'est un palmarès assez fou, mais au-delà d'être un palmarès assez fou, c'est que c'est un mec qui a compris l'enjeu de la communauté, l'enjeu de redonner en fait ce qu'on lui a donné à lui pour qu'il performe à l'étranger et pour qu'il remporte des titres. Donc il a bien assimilé ça, donc ça rend les histoires encore plus simples à raconter. Parce qu'en vrai, quand je parle de la victoire de Crimson contre, je ne sais pas moi, Noah the Prodigy, et j'explique les tenants et aboutissants de cette rencontre, c'est plus simple à faire, parce que les gens de la communauté des jeux de combat comprennent ce que Crimson signifie dans la commu, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est évidemment déjà de faire mon rôle d'ambassadeur sur le côté jeu de combat. Mais ça, j'avais déjà des facilités au sein d'Aegis. Pourquoi ? Parce que Mister MV, on oublie que Mister MV, c'est un des mecs qui a donné le plus envie à des gens de jouer au jeu de combat. Vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, il faisait une émission qui s'appelait Le Manque de Respect, les plus anciens s'en souviendront, où sur Street Fighter 4, à chaque fois qu'il gagnait ou qu'il perdait d'ailleurs, face à des mecs du pif, il envoyait un message toujours très poli, mais un peu piquant, et ça a créé une émulsion telle qu'il y a des mecs qui ont dit moi aussi j'ai envie de jouer à Street 4, et ça a donné une génération de mecs et de meufs qui se sont dit ah ouais, mais c'est ça les jeux de combat, c'est juste deux personnes qui juste prennent l'occasion de s'en foutre plein la gueule, mais à la fin c'est que de l'amour. Donc voilà, cet héritage de MV, en fait c'est très simple à reprendre finalement. Donc voilà, donc c'est un peu une mission, on va dire, avec beaucoup de choses à faire. Hein. C'est à la fois suivre Crimson, à la fois raconter l'histoire d'Aegis, créer des initiatives communautaires. On a notre premier véritable tournoi dimanche, où d'ailleurs ça a été rempli en quasiment 48 heures. Hein. C'était 128 joueurs de Street Fighter 6, c'est un circuit qu'on va faire toute l'année. Là, on a les championnats du monde de Street Fighter dans 2 semaines aussi qu'on va couvrir. Et évidemment, moi aussi, accompagner Aegis dans le côté recrutement, dans le côté consulting aussi des scènes e-sport qui arrivent, celles qui sont en train de se développer, celles qui valent peut-être un peu moins le coup par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent me voir en disant tant que t'es chez Aegis, faut absolument prendre tel joueur. Je te l'ai déjà dit, je t'ai envoyé un vocal pour recruter Raflo, pour les convaincre un petit peu déjà. Genre, j'ai déjà eu la semaine dernière, je l'ai déjà dit, je te le dis à toi aussi, c'est ton rôle maintenant. Hein. Ah, c'est mon rôle. Et le truc, c'est que c'est tellement mon rôle que moi, si tu veux, Arda, tous les jours, je signe. Tu me donnes un budget tous les jours. Raflo, il est chez Aegis.
Le sujet, c'est que je m'aligne forcément avec ce que Aegis ont en tête. C'est pas dans mon objectif et c'est pas dans mon intérêt qu'ils recrutent un joueur et qu'au bout de 6 mois, on se rende compte que c'est une impasse pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, moi c'est aussi mon rôle et ma responsabilité de savoir les aiguiller, de leur donner les outils à hauteur de ce que je sais. Eux sont des grands hommes et des grandes femmes, ils savent très bien prendre les décisions. Mais voilà, donc plein de choses à faire chez Aegis et je sais que là ça va faire 6 mois que je suis chez eux et je passe un excellent moment dans cette structure. Ça ne m'étonne pas, c'est des bons gars et c'est des gars qu'on apprécie et qu'on salue évidemment. Surtout de ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on l'a eu, je pense que vous êtes vraiment alignés, même nous à Solary on est beaucoup alignés sur le côté où l'argent c'est cool et il en faut pour vivre et voilà, mais on kiffe le jeu, c'est notre passion et c'est ça, je vais pas dire le plus important, mais ça l'est quand même le plus important quoi. Ouais, je pense que c'est en mode ça, entre gagner de l'argent ou kiffer notre vie et faire kiffer les gens et faire des événements qu'on kiffe, il n'y a pas photo forcément. C'est comme ça qu'on est arrivé sur la scène de jeu de combat finalement. Ouais. Après, si on a les deux, c'est le mieux. On va pas se mentir tous. Les deux. Mais donc s'il y a des sponsors et tout, n'hésitez pas. Hein. Mais bon, même sans sponsor, et c'est ça qui est un peu honorable, je trouve, sur un peu la scène de combat, c'est que j'ai l'impression qu'avec 2 bouts de ficelle et tout, vous faites des dingueries et c'est trop bien. Moi, tu vois. Comme je l'ai dit, moi quand j'ai été chercher Gluto à l'époque, c'était un tournoi dans une école à Paname. Genre le tournoi, il y avait genre 100 joueurs max. Tu vois, c'était j'ai énorme. l'impression que c'est vraiment... c'était big. Juste que les mecs venaient en claquettes chaussettes, ils étaient tous là en mode bonne ambiance, mais c'est pas... Quand tu connais la scène, par exemple, nous on était sur League of Legends à ce moment-là. C'est 2 mondes différents. Quoi. Voilà, c'était déjà très structuré, c'était déjà très professionnel. Et j'avoue, quand je suis arrivé dans les tournois Smash en mode, bon, du coup, j'adore Smash, je regarde la scène, donc il me faut un joueur. Je vais regarder un peu les tournois sur place et justement essayer de voir un peu qui pourrait fit à l'ambiance Solary. Et que je vois des connards dans une école en claquettes en train de jouer et de se taper les marches. Putain, c'est ça la scène, mais c'est incroyable. Après, c'est ce que je kiffe, tu vois, donc ça me va. C'est qu'on va dire, mais nous, c'est ce qu'on a connu sur LoL avec les LAN, les Lyon eSports, les GA, où c'était pareil, hein, les gens ils dormaient sous les tables, sous leur PC. C'était un peu en mode, viens, on kiffe, et pendant 2 jours, on se la met dessus parce qu'on kiffe le jeu et on aime trop jouer et tout. Et c'est ça qui est trop bien. Et je trouve que, moi, c'est ça un peu qui me rend triste. Et d'un côté, je suis en mode, c'est stylé, c'est... Sur la scène de combat, c'est resté un peu ça, mais pas par choix, parce que l'éditeur s'en bat les couilles et même ils mettent des fois des bâtons dans les roues. Et... surtout pour Smash. Ouais, pour Smash. Ouais, après, je parle surtout pour Smash. Ouais. En fait, tous les éditeurs ne s'en battent plus les couilles en vérité, parce que pendant très longtemps, moi j'étais très énervé avec les éditeurs. Leur boîte vocale WhatsApp était plein de mes appels, tu vois, où j'étais juste en mode décroche parce que je vais t'allumer. On n'en peut plus. Il y a une époque où j'étais vraiment très aigri pendant le Covid. J'avais un tweet sur 2, j'incendiais la terre entière parce que j'étais en mode c'est pas normal de manquer de respect à nos joueurs, nos joueuses, nos orgas. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que effectivement, les éditeurs ont un peu plus compris les tenants et aboutissants de ces commus. Aujourd'hui, il y a infiniment plus de raisons de s'intéresser à ces scènes en tant que structure, en tant que professionnel du milieu, que par exemple il y a ne serait-ce que 3 ans en arrière, parce qu'on a fait un bond assez gigantesque en vérité. Donc voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors évidemment côté Nintendo, ils s'en foutent. Oui, c'est évident que c'est un sujet extrêmement sensible et voilà, c'est acté depuis des années que Nintendo, c'est pas dans leur intérêt de faire de l'e-sport. Hein. Je rappelle que quand t'achètes un jeu Nintendo, tout le monde gagne. Hein. Il y a personne qui perd, hein, chef. Hein. C'est pas dans l'ADN de Nintendo. Donc voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et j'ai plaisir aujourd'hui à raconter l'histoire de ces scènes tous les jours par rapport à il y a quelques années. Mais oui. Je peux comprendre que si on est habitué à l'e-sport champagne, tu vois, t'arrives, tu vois les mecs en claquettes chaussettes à Kremlin-Bicêtre en train de se taper dessus sur des chaises d'école, t'es en mode qu'est-ce qui se passe ? C'était là-bas, ouais. Exactement. Mais moi, j'aime bien rappeler que, tu vois, avant d'arriver en Ligue des Champions, avant d'arriver en Coupe du Monde de foot, c'est des mecs sur un synthé avec de l'équipement acheté au plus de clients court, tu vois, genre c'est ok de partir de ça et de se dire finalement c'est un e-sport qui progresse, tu vois, chaque strate de cet e-sport tu peux comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien. Ouais, je suis d'accord et je trouve que c'est quelque chose qui a changé aussi sur la scène LoL malheureusement, tu vois, le côté à l'époque les LAN c'était le moment communautaire, le moment où tout le monde se retrouvait. Maintenant il y a plus trop et ça. Maintenant il y a beaucoup moins ça avec la professionnalisation de la scène et c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
C'est quelque chose que j'aimerais revoir un petit peu, tu vois. Les LAN League of Legends, franchement, c'était un petit peu comme les LAN versus Fighting. Et c'est une chose qu'on a perdue. Et j'espère que c'est une chose que la scène versus Fighting ne perdra jamais. Parce que pour le coup, ça crée une ambiance de ouf sur les tournois. Et de toute façon, je pense que c'est trop ancré dans comment un tournoi de versus Fighting doit se dérouler. Parce qu'il faut que les gens viennent en physique. Même s'il y a pas mal de tournois qui sont en ligne maintenant avec justement des netcodes, etc., qui font que le online est quand même bien mieux qu'avant. Mais malgré ça, tu vois, même sur les jeux où ils ont un bon online, comme Street, Tekken, etc., eh bien, les gros tournois restent quand même des tournois offline. Et ça c'est très bien, je trouve. Il y a aussi nous, on a aussi l'argument inverse. C'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que je parle aussi ce qu'on appelle l'open bracket. Donc c'est le fait d'avoir un tournoi ouvert à tout le monde. Donc chacun vient, se pointe, joue. Donc ça veut dire que là, tour 1, tu peux jouer contre le faker de Street 6, on va l'appeler comme ça, sans problème. Tu vois, c'est ça l'open bracket. Narcus, je sais que toi, à tes yeux, ça sonne doux, tu vois, c'est mielleux ce que je raconte. J'aime beaucoup. J'aime ces mots. En fait, c'est même pas j'aime ces mots, ça me semble le plus logique, tu vois, genre. C'est ça l'e-sport, quoi. Enfin, c'est genre. Parce que j'allais justement essayer de te dire, est-ce que tu signes pour une ligue fermée sur, une ligue en mode, je sais pas, 16 joueurs sur Smash, où tous les mois ou toutes les semaines t'as des matchs et c'est vraiment fermé et lock. Est-ce que tu signerais pour ça ou tu dirais, c'est pas dans l'ADN du jeu et nick? Tu vois, genre imagine un Smash top 16 structures différentes avec des matchs Gluto contre BMS. Moi je signe pour la simple et bonne raison que l'open bracket c'est à la fois notre plus grande bénédiction, selon moi, ce que je veux dire n'engage que moi, mais c'est à la fois notre plus grande bénédiction en tant que scène, parce que c'est là qu'on écrit les plus belles histoires. Voilà, c'est comme ça que la France est championne d'Evo en 2014 et en 2022. Mais c'est aussi notre plus grande malédiction, l'open bracket, parce que, et je sais que Solari, vous avez énormément d'expérience là-dessus, quand il faut attraper le match on stream à 3h du matin et encore on ne sait pas. Ça c'est chiant. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est de la D. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que l'open bracket, c'est chiant. D'un point de vue viewership, d'un point de vue organisation de stream. Il y a des matchs qui sont carrément pas streamés, alors que la run de Gluto, a priori, t'as envie que chaque match soit streamé. C'est d'ailleurs pour ça que le Genesis qu'on a fait ce week-end a été un succès, je crois. C'est parce qu'on avait Humming sur place qui était avec son fameux stream Instagram où il était derrière en train de c'est le classique. Voilà. Ouais. C'est le classique. Mais le truc, c'est que nous, il y a des gens qui popent dans le chat et disent oh qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette merde de stream et tout, et nous ça fait juste 15 ans qu'on fait comme ça, tu vois. Oui, c'est ça qui est un peu triste, c'est là en mode c'est normal quoi. Oui, ça, nous on n'a pas le choix, juste le match est pas diffusé sur l'écran de stream. Et t'as envie de voir ce match quoi, t'as pas envie de voir un random match. Logique. Enfin pas un random mais... Exactement. Et moi c'est pour ça que je crois que il faut aussi qu'on injecte des temps forts dans l'année où on a tel joueur qu'on va récompenser pas via une saison régulière en open bracket, il n'y a pas de souci. Mais tu prends tes X joueurs et tu les fous dans un format fermé pendant 1 semaine, 2 semaines, etc. Ah oui, la Street Fighter League qu'on a fait là au mois de septembre-octobre avec Aegis où on a fini 2e, c'était probablement l'un des plus beaux temps forts de l'année selon moi. C'était trop chouette à suivre, des matchs tous les jours, l'équipe Aegis de Street Fighter League qui a fait ce qu'elle pouvait, c'était trop cool, on a fait 2e de la ligue, enfin c'est énorme, et les viewers ont adoré, en plus c'était sur des horaires français vu que c'était produit chez Webedia, donc clairement les viewers ont adoré, moi j'ai adoré en tant que spectateur, moi aussi en tant que en tant que commentateur, pardon. Donc voilà, moi j'ai envie que ça soit un mélange de tout ça, pour que notre scène soit véritablement intéressante pour tout le monde. Garder l'open bracket, c'est évident, c'est notre ADN, c'est vital. Mais aussi injecter des moments comme la Street Fighter League, comme le Red Bull Comité, qui est un temps invitationnel et un format fermé qui arrive dans 1 mois et demi. Ça, il faut absolument aussi l'avoir. Ah oui, clairement. Mais après, c'est un format fermé, mais tu te qualifies via les open brackets finalement. Donc, ouais, voilà. Tu vois, oui, mais ça c'est trop bien ça. Mais ça c'est logique. Ça c'est trop bien et je trouve. Je sais que. Enfin, moi je connais que la scène un peu Smash parce qu'il y a Gluto, mais il y a un tournoi comme ça où c'est le top 8 ou top 16 à l'époque. Qui était invité, etc. Et ça par contre c'est trop bien, mais. Enfin, je trouve le côté vraiment où tu fermes la porte, où il y a des jeunes cracks qui se disent attends, moi j'ai 15 ans, je suis trop fort au jeu, mais je pourrais jamais monter sauf si je signe dans une structure où tu vois, je trouve que c'est trop triste et c'est pas. C'est ce qu'il y a actuellement sur LoL, tu vois, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Ah oui, oui. Ouais. Tu vois, tu peux pas monter. Moi, je sais pas, avec ton roster. Après, c'est individuel, donc c'est encore différent parce que c'est un jeu de team et tout, mais. Et il y a des tournois là qui arrivent où t'es vraiment hype et c'est des trucs à suivre. Ouais, il y a de fait le Red Bull Comité qui arrive dans quelques semaines. La Capcom Cup qui est donc les championnats du monde de Street Fighter 6 qui ont lieu dans
Dans 2 semaines, c'est le week-end après Speedon. Normalement, c'est le week-end d'après, donc on va enchaîner. On a l'Evo Japan aussi, donc l'Evo c'est le plus grand tournoi de jeux de combat du monde qui maintenant pose ses valises au Japon depuis 2019. Il y aura l'Evo Japan, il y aura l'Evo Vegas cet été, pardon, et on a l'Evo Nice, donc l'Evo pose ses valises en France pour la première fois de son existence fin d'année en octobre. Donc ça c'est une grosse fierté de la commu française qui peut accueillir le monde pour jouer un Evo, donc ça c'est extrêmement cool. Voilà, en plus de plein d'autres tournois qu'on va les traditionnels, hein. Il y a des tournois un peu des incontournables, que ça soit le Combo Breaker qui a lieu à Chicago au mois de mai, le CIO qui a lieu au mois de juin, qui est un petit peu le gros tournoi avant l'Evo. Bref, tous les mois on a une très grosse échéance où c'est l'occasion un petit peu de faire le point sur tous ces jeux. Et l'avantage de ces tournois, c'est que c'est des tournois qui mettent en avant plein de jeux de combat différents. Donc si tu es joueur de Guilty, de Tekken, de Street, même de Smash Bros, tu auras ton bracket dans tel tournoi et c'est forcément une dinguerie. Donc voilà. Là, à courte échéance, je dirais que c'est la Capcom Cup que j'attends. Donc dans 1 semaine et demie, 2 semaines, c'est vraiment ça que j'attends, le championnat du monde de Street. Déjà parce qu'on d'ailleurs, a là-bas. On a pas mal de Français qui sont qualifiés, il me semble. On en a 3. Ouais, on a 3 Français et on a un francophone, donc Takamura, joueur belge. On a Killzyu de la Carmine qui est là-bas. On a Kusanagi, free agent, qui est là-bas. Et on a Mr. Crimson, du coup, de chez nous, Aegis, qui sont là-bas. Donc on a 4 francophones, c'est énorme. Et là, les groupes viennent de sortir. Donc il y a 48 joueurs sur place, c'est énorme. Et donc on a le groupe de Mr. Crimson qui va pas être simple. Il a qui dedans ? C'est les championnats du monde. Pardon ? Il a qui dans son groupe ? Alors il a Chris CCH qui est l'une des révélations 2024 aux États-Unis, joueur de Ed. Il a Mena RD qui est un double champion du monde de Street Fighter. Voilà. Il a Fudo également, un autre excellent joueur japonais. C'est une légende, un Fudo littéralement. Donc voilà, ça c'est les 3 gros profils qu'il a dans sa poule. Mais au moins on sait qu'il faut bosser un match-up, c'est le match-up Ed, ça c'est sûr et certain. Et après advienne que pourra. Donc ouais, ça va être très très cool ces championnats du monde. Et moi j'ai une dernière question, parce que là on parle d'e-sport, on parle de jeux, bon c'est ok, c'est cool. La vraie question c'est à quand les tournois sur Keyblade. Et j'ai dit quoi ? T'as dit Keyblade, c'est le Beyblade. Ouais, Beyblade, pardon. Mais à quand les tournois, l'invitationnel et voilà, est-ce que ça sera en mode open ou ça sera fermé avec 8 invités, 16 invités, enfin. Est-ce que c'est ça vraiment la vraie question au final, quoi ? Bien sûr, et je suis très heureux que tu poses cette question, mon cher Narcus, véritablement. Mais je savais que tu étais un homme de culture, d'autant que tu es méga frais depuis que tu t'es coupé les veuches, là. Ouais, pas après. Encore plus frais qu'avant. On voit les golfs. Ouais, petit passage en Turquie. Il n'y a pas un tournoi en Turquie. Non, t'inquiète, ça va. Non, ne laisse personne te dire de parler de golf, je sais pas quoi, tu es méga frais. Alors, non seulement je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en plus, il faut savoir que, on a déjà organisé ce genre de conneries. Figure-toi, c'était à l'UFA. Tiens, d'ailleurs, je vais envoyer sur le VMix. Mais je crois que j'avais vu, ouais. Attends. Si vous avez envie de montrer. Il y avait des tweets qui avaient tourné un peu ou pas ? Il y avait des tweets qui avaient tourné. Je vous ai envoyé le. Ouais, mais j'ai dû en voir et tout. Mais du coup, est-ce que quand le nouveau, du coup ? Eh ben, quand le nouveau, moi, c'est. Quand la ligue. Quand la ligue. À la ligue, je sais pas, mais. Alors, je sais pas. C'est-à-dire que Beyblade, mine de rien, on a beau dire, mais c'est des gens au Japon qui ont compris qu'en fait, il y avait peut-être un truc à jouer. Et qui sont en train d'organiser des tournois un peu, tu vois, par-ci par-là, dans des régions du monde et tout. Est-ce que ça cacherait pas des volontés d'aller vers un championnat du monde de Beyblade ? Et oui, je viens de prononcer ces phrases. Alors vous voyez, le tournoi qu'on avait fait à l'UFA. On avait fait un tournoi en open bracket, on était 48 KP. À l'UFA, c'était sur ma chaîne. Donc l'UFA qui est le plus gros tournoi d'Europe de jeux de combat. Et que j'avais pu commenter. Attends, juste question con, mais on est d'accord qu'il n'y a pas d'optimisation, tu peux pas la trafiquer un peu ou... si, tu peux modifier toute ta toupie. Alors, tu ne peux pas y apporter des modifications maison. Tu peux pas lui mettre un lance-flamme, du RGB. Ok, oui, tu peux pas mettre un petit pic en plus en mode, allez, là, hop, en mode sneaky. Ok. Interdit, il y a des arbitres avant chaque début de tournoi qui vérifient les pièces et la conformité des toupies. Donc ça, tu peux pas, voilà. Même de l'impression 3D ou quoi, non, ça c'est interdit. Mais par contre, il y a toute une chier de stratégie autour de Beyblade. Je sais que c'est assez méconnu. C'est bizarre et c'est d'ailleurs, en tant que mec de jeu de combat, moi je me retrouve beaucoup dans Beyblade. Parce qu'en fait, c'est un jeu de match-up. C'est littéralement un jeu de match-up. Une toupie, c'est composé de 3
pièces principales. Chaque pièce a ses défauts, ses points forts, ses faiblesses. Si tu les additionnes, bah ça fait une toupie qui est différente avec ses forces, ses faiblesses. Donc voilà, ça a déjà été fait, c'est fait dans le monde entier, les tournois de Beyblade. Là, vous avez... alors ça, à vue de nez, c'est l'overlay du Frosty Frosting, je crois, à vue de nez. Ah oui, Et ils font du tournoi Beyblade aussi aux États-Unis depuis pas mal de temps. Bon, le truc c'est que nous ils sont mieux produits. Voilà, Après, il est en amiral de la marine là. Ah non, c'était le Seiyo Taku ça. Oui, c'était le Seiyo Taku. Oui. Et le mec il est habillé en navire de la mer. Alors, faut savoir que le drip des joueurs de Beyblade est incontestable. Il faut le savoir. Voilà. Ouais, c'est bon de dire. Le book qui avait gagné mon tournoi UFA, le drip est légendaire. C'était lui qui devait gagner ce jour-là, tu vois. Ah bah peut-être qu'il y a une corrélation drip niveau sur Beyblade. De toute façon, il va falloir balancer des toupies. On verra, on testera un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir le prochain tournoi. On a vu d'ailleurs aussi Kaisinat qui en avait parlé, qui voulait organiser un tournoi sur Beyblade. Hein. Il a vu justement le buzz que t'as apporté sur la scène. Il s'est dit non, les gars, j'ai vu TPK sur Beyblade. Il faut que j'organise mon propre tournoi. Il faut que je prenne tout son buzz là. Sinon, il va devenir plus gros que moi et tout. Donc bref. Exact. Je comprends. Il a eu peur. C'est normal d'avoir peur pour ses fesses. Mais ouais, non, c'est bien que Kaisenat propage l'amour de Beyblade. C'est Hasbro et Takaratomi qui se frottent les mains au Japon. Qui sont oui. Putain, on a rien besoin de faire. Et ces glands, ils font la pub pour nous et tout. Trop bien. Mais ouais, Beyblade, c'est évidemment trop drôle. La méta est trop stylée. Les gens sont trop cool. C'est des grands garçons, des grandes filles de 20 à 40 ans qui se fument sur des toupies. Moi, ça me fait exploser de rire. Et c'est probablement l'une des choses qui me rend le plus heureux de ces dernières années. C'est vraiment Beyblade. Et voilà, là j'avais le cosplay de Tyson Granger, sobrement rappelé pour ce moment Tison de la Grange. Mais ça me met extrêmement bien et je suis très fier d'être le fou du bus des Beyblade. Ah ouais, c'est assez incroyable, je suis assez d'accord. En tout cas, c'est marrant, ouais. On pourra suivre ça lorsque tu annonceras ton circuit mondial sur Beyblade. En tout cas, mon cher TPK, je pense que là c'est bon, on a fini. Je sais pas si t'as d'autres questions, Narcus. Non, toi de ton côté. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Ça a duré un petit moment, mais voilà, on a un peu dépassé sur l'heure, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de t'avoir, mon cher TPK. De ton côté, sur quel projet on peut te retrouver là prochainement, que ce soit en stream, que ce soit du coup même toi, titre perso sur YouTube, sur TikTok, etc. C'est quoi les prochains gros trucs là? Alors en stream, on est en ce moment sur un tournoi européen de Street Fighter 6 par équipe. La France joue d'ailleurs ce mercredi. Je commenterai les matchs de la France ce soir, c'est à 18h sur ma chaîne Twitch. Et enfin, en gros projet YouTube, c'est un jab, donc c'est mon gros format vidéo où je vais parler des jeux de combat Beyblade. Puisque oui, on a une chier et là voilà, c'est une vidéo sur laquelle je travaille depuis 1 mois et demi. Le script est bientôt terminé. On va passer au tournage avec RSK j'espère 2-3 semaines et puis sortir la vidéo courant mars-avril. C'est une énorme vidéo et là je mets beaucoup d'énergie dedans. Donc voilà, ça va être le prochain sujet. C'est TPK sur YouTube. Voilà, vous savez où me trouver. Voilà, bah écoute, merci à toi mon TPK, je te souhaite de passer en tout cas une très bonne journée, merci encore d'avoir accepté l'invitation et on se retrouve de toute façon bientôt au prochain tournoi avec grand plaisir comme d'hab. Vas-y. Des bisous, prenez soin de vous les chefs. Merci toi aussi. Salut.